Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale axée sur la problématique de l'insécurité dans la partie est du pays. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour mettre un fin à ces tueries, à ce massacre qui ne font que durer? Nous allons en parler, on va parler de Béni, on va parler de Butembo, mais on va parler également des hauts plateaux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un relais? Est-ce que ces hauts plateaux situés dans le sud Kivu subissent également toutes ces tueries et massacres qu'on décrit dans la partie est de la République? Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir le député national, l'honorable Moïse Nyarugabo. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonjour. Alors je ne serai pas seule pour co-présenter cette émission. Je serai avec Mimi Ngumba de dépêche.cd. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. La dernière fois, Moïse Nyarugabo, que nous avons eu, quand je dis nous, c'est-à-dire les professionnels des médias, avons eu le privilège d'échanger avec vous, c'était pour parler de Minembwe. Aujourd'hui, vous revenez à la charge. C'est pour aborder quelle problématique, l'Est en général, ou il y a une particularité? C'est pour les deux, c'est pour parler de l'Est en général, mais aussi en particulier pour parler d'une question, pour parler du Sud Kivu, du territoire de Vira. Il y a une situation qui s'y développe et je pensais qu'il était important de porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale cette triste et macabre nouvelle des massacres à grande échelle et un déracinement programmé qui s'effectue derrière les rideaux, dans les hauts plateaux de Vira, en chefferie de Bafuliro, dans le groupement de Kigoma. Pendant que l'on pleure toutes ces personnes atrocement arrachées à la vie à Béni, à Butembo, à Bunia et ses environs, il y a un autre coin de la République où pareille barbarie se commettent sans que personne n'en parle. Aucune presse, aucune image, aucune photo, aucune nouvelle, silence on tue. En effet, la zone des hauts plateaux qui se trouve entre Kaololo et Rurambo, pour ceux qui sont de la province du Sud Kivu et surtout du territoire de Vira comprendront de quoi je parle, était la plus calme et épargnée des violences généralisées. Les populations, toutes les communautés qui vivent dans cette partie du territoire s'étaient accordées de gérer leur sécurité par une autodéfense mixte. C'était devenu d'ailleurs comme un modèle pendant quelques années. Mais l'illusion n'a pas duré et le cauchemar n'a pas tardé à arriver. Voici quelques détails. Le 16 mars 2021, les groupes armés Mai Mai Ilunga, avec les Red Tabara, qui est un groupe armé burundais, ont attaqué et brûlé 3 villages, Kageregeri, Ruikubo et Kahundwe. Ils ont tué 4 personnes, dont une maman de 82 ans qui était brûlée vive dans la maison et d'autres tués soit par machette, soit par à l'arme à feu. Et ils ont blessé 4 autres personnes qui n'ont pu rejoindre les hôpitaux, certains que sous les dos de personnes sous les typos. Le vendredi 9 avril 2021, 2 villages ont été attaqués, brûlés, Mataba et Gosheli. Le samedi 10 avril, le lendemain donc, 8 villages ont été complètement rasés. Marungu 1, Marungu 2, Murambi 1, Murambi 2, Gitembe, Bibangwa, Gahusi, Rukuka. Le 21 avril, 4 villages ont été attaqués et brûlés. Nyakamungu, Mugono, Kageregeri 2 et Birindiro. Et hier, les groupes armés se sont concertés pour boucler la boucle. Donc le 23 avril 2021, des attaques généralisées venues de toutes les directions, notamment les Mai Mai Ilunga toujours, les Red Tabara et les Mai Mai Kassel de Chubwa, cantonnés à Kabembe près du lac Lungwe, avec d'autres alliés, ont attaqué et détruit par le feu 16 villages. Gassou, Gikarage, Gifuni 1, Gifuni 2, Mibande 1, Mibande 2, Remezo, Kibundi, Gogwe, Gitavi, Gashama, Yakalongi, Gashararo, Ngoma, Bushoryo et Rugabano. Tous ces villages n'existaient plus depuis la journée d'hier. Pour les seules attaques d'hier, on dénombre 16 morts, dont 4 corps sont retrouvés, d'autres
on est encore en train de chercher. Et même les 4 ne sont pas encore enterrés parce que tout le monde est dispersé. Des blessés sans nombre et sans assistance. La population de tous ces villages est dans les forêts, sous une pluie d'avril, dans ces montagnes, pour ceux qui connaissent la géographie et le froid, sans espoir d'en sortir vivante. Les quelques personnes qui ont percé ces forêts se dirigent vers les Mera, Kidoti, dans les moyens plateaux. Certaines familles d'ailleurs venaient d'y arriver. Il convient de souligner que ces groupes armés, naturellement, comme toujours, ont emporté plusieurs centaines de vaches de ces Banyamulenge. Faut-il dire que depuis un mois et une semaine que ce carnage dure, aucune intervention, aucun militaire n'a bougé de sa position, même pour une simple interposition. Toutes les autorités civiles, locales, provinciales, nationales, couvrent ces barbaries d'un silence le plus assourdissant. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas au courant, ce qui est aussi grave? Cette situation est tellement inquiétante que de tous les côtés des hauts plateaux, les assassinats, les attaques se font presque dans les mêmes conditions. À Bibokobogo, nous sommes à Fizi, dans les moyens plateaux. Le 9 avril, des Maïmaï attaquent des villages. Aucune intervention. Des jeunes du village s'organisent. Au vu des militaires, ils vont repousser l'attaque des Maïmaï. Et lorsqu'ils sont de retour, sur le chemin de retour, ils sont tués par les militaires. Aucune enquête, aucune sanction, autant qu'il n'y a pas d'opération contre ces Maïmaï qui vont et viennent en toute liberté. Le 1er avril, là nous sommes à Minembwe, toujours dans le haut plateau, à Fizi. Les Maïmaï attaquent à Bingo, Moni, Macha, Rutigita. À Minembwe, je disais. Faute d'action des FARDC, les civils s'organisent en plein jour pour se défendre. Les militaires les voient passer. Ils vont repousser les Maïmaï. Au retour, ils sont pris pour cible par les militaires en position et 5 jeunes, dont des élèves et des enseignants connus qui enseignent dans ces villages où vivent ces militaires. Ils tombent. On fait un communiqué pour vanter la prouesse de l'armée. À Katobo, nous sommes à Uvira. Depuis le 3 avril, tous les villages Banyamulenge ont été vidés, détruits. Ndegu, Ruvumera, Gitabo, Nyabigega. Et la nuit du 21 au 22, un de leurs leaders, du nom notable, du nom de Radio Tezirgayo, a été assassiné à son domicile. Et toute la population, ceux qui avaient résisté depuis le 3 avril que les attaques ont commencé, tous ont fui. Ils se trouvent les uns à Bouguera, les autres à Uvira, les autres sont dispersés dans les collines. Revenons donc sur la situation de Kaololo et de Rurambo, pour laquelle j'ai voulu communiquer aujourd'hui. Là où il y a eu 16 villages qui ont été brûlés hier, là où il y a d'autres villages dont on n'a pas de nouvelles, ni des maisons, ni des personnes, ni rien. Silence aussi, c'est le blackout. Il convient de souligner que les familles arrivées à l'Emera, celles qui ont pu percer dans les forêts, n'ont aucune assistance. La population qui est encerclée là dans les forêts, prise au piège, ne sait pas par où sortir. Et pour les habitants des villages Bijorjwe 1 et 2, Nyarurambi et Itara 1 et 2, nous n'avons pas de nouvelles depuis plus de 24 heures. Est-ce qu'ils ont été attaqués? Est-ce que ces villages ont été brûlés? Est-ce que ces personnes aussi ont été tuées? On n'a pas de nouvelles. Donc je fais encore un cri d'alarme. Je demande que l'armée fasse son travail. Qu'elle fasse diligence pour sauver ce qui peut l'être. Mais aussi qu'elle organise des opérations pour contrer ces groupes armés locaux étrangers. Je demande aux autorités civiles, du chef des collectivités, à l'administrateur du territoire, au gouverneur jusqu'au gouvernement central, chacune de ces autorités d'agir, de faire son travail dans son secteur et dans les limites de ses compétences. Et il en est ainsi pour la MONUSCO, qui d'ailleurs, il y a 2 jours, a survolé cette zone dont je parle.
Elle est témoin, elle connaît tout ce que je viens de vous dire. La MONUSCO a survolé. 2 avions sont allés, ils ont survolé. Ils ont vu toutes les maisons qui brûlaient. Ils ont vu les positions de Maïma et de Red Tabara. Donc, c'est une réalité. On leur demande aussi de faire quelque chose dans les limites de leur mission. Et je demande aussi aux notables du Sud Kivu, en particulier ceux d'Ouvira et de Fizi, de ne pas assister en observateur à ces massacres et laisser faire. Parce que je considère que c'est une erreur et c'est une joie de courte durée de penser que cela n'arrive qu'aux autres. Dans tous les cas, mesdames, cette mise au point est faite pour que personne, devant le jugement de l'histoire, ne dise qu'il n'a jamais été au courant. Parce que ce qui se passe dans cette partie de la République, je crois que vous-même vous êtes surpris, c'est la première fois que vous en entendez parler, alors que c'est depuis 5 ans que ce genre de choses se font, depuis mars-avril 2017. Voilà pourquoi on vous a laissé, on vous a donné le temps de vraiment parler, de revenir, comme ça ceux qui nous suivent ont une idée de ce qui se passe, mais il y a quand même des questions, des interrogations. Moi j'ai sous mes yeux, je vais passer tout à l'heure la parole à Mimi Ngumba de Dépêche.cd. Quand vous dites par exemple, pendant que l'on pleure toutes ces personnes atrocement arrachées à la vie à Béni, Butembo, Bunia et ses environs, il y a un autre coin de la République où pareil barbarie se commettent sans que personne n'en parle. Vous vous mettez toujours dans cette peau de victimisation, de victime. C'est comme si on préfère les autres et on vous déteste vous parce que vous serez d'une communauté. Je ne sais même pas si vous méritez une réponse à cette question. Est-ce que ce que je viens de dire, vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre le dire? Ce que je viens de dire, si vous mesurez sa gravité, mais aussi vous réalisez que personne n'en a parlé, vous, à ma place, que feriez-vous? Comment vous allez considérer ça? Ma réponse est, vous avez l'impression ou vous pensez en affirmant cela que vous êtes, qu'on veut vous exterminer. Quand je dis vous, Banyamulenge, parce que tous les villages que vous venez de citer, toute cette population, tous les déplacés dont vous faites allusion, je suppose que ce sont des Banyamulenge. Vous pensez qu'il y a une vision d'exterminer? 2 choses. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il y a un plan d'extermination ou au moins de déracinement. Parce que, madame, si 16 villages sur une étendue, je ne sais pas de combien de kilomètres, en un jour, peuvent disparaître de la carte, avec tous ces morts et ces blessés, avec tous les biens qui vont avec, mais il n'y a personne qui en parle, ni radio, ni télévision, ni même pas réseaux sociaux, ni autorité civile, ni autorité militaire. Tout est gardé, tout passe sous silence. Et ce n'est pas la seule fois, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sur 5 ans, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Et encore que vous avez pris 5 ans pour essayer de nous parler de cette situation, les gens se demanderont pourquoi avoir pris autant de temps. Parce que vous, apparemment, vous êtes mieux informé. Je suis mieux informé et j'informe toujours. Toutes les fois qu'il y a ces attaques, depuis les 5 ans, madame, je peux vous rassurer que moi personnellement, comme député national, mais aussi les autres membres de la communauté, nous avons frappé à toutes les portes. Nous avons fait des mémorandums, nous avons fait des déclarations, nous avons parlé du commandant des opérations dans les hauts plateaux, au commandant secteur à Ouvira, au commandant des régions à Bukavu, au commandant zone de défense à Kisangani, au chef d'état-major général et ses adjoints, au ministre de la Défense et au président de la République. Nous avons vu toutes ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on a fait ça? À part s'attendre à Dieu et, disons, attendre la mort quand elle arrive.
Minier Ngumba de pêche. Donc je voulais donc dire ça a été fait et personne ne peut me contredire. Au-delà de ça, nous avons vu aussi la MONUSCO. Tous les responsables de la MONUSCO de Vira, de Bukavu et de Kinshasa. Et nous avons écrit. Donc, tout ce que je vous dis, nous l'avons fait. On n'a pas gardé silence. Deuxième élément de réponse. Ce qui est arrivé hier, je viens de le dire. Je viens de le porter à la connaissance du monde. Donc, on ne cache pas notre souffrance. Même si quand nous la partageons, justement, on pense que nous faisons de la victimisation. Désormais, je pense que pour vous faire plaisir, nous allons nous taire, mourir stoïquement jusqu'à l'extermination. Ça va peut-être faire plaisir à ceux qui pensent que nous faisons de la victimisation. Honorable Moïse Nyarugabo, vous aurez dû peut-être recourir aux consultations actuelles menées par le Premier ministre pour poser le problème de la sécurité de l'Est et particulièrement du territoire d'Uvira comme préalable ou priorité du prochain gouvernement, bien que vous ne soyez pas de l'Union sacrée. Je pense, madame, que là aussi, il y a une erreur, pour ne pas dire une faute. Lorsque nous sommes sortis de la plénière sur base de la motion des députés de l'Ituri, qui sont de l'Union sacrée, je précise, par solidarité, nous sommes sortis pour dire que nous ne nous occupons pas que des situations de Minembwe ou des hauts plateaux. Non, nous sommes sortis pour soutenir nos collègues de l'Ituri. Et nous allons le faire pour Beni. Parce que nous sommes des parents. Lorsque nous voyons des enfants de Beni qui passent la nuit à la mairie en train d'essayer de faire entendre leur voix, je pense que nous devons tous faire quelque chose pour Beni, pour Butembo, pour le Nord Kivu et pour partout ailleurs où se passe ce genre de situation. Et là, nous sommes adressés à notre bureau, le président de l'Assemblée nationale, qui faisait croire qu'il est très préoccupé par la situation de l'Est. À chaque plénière, il lui faisait de très beaux discours. Mais lorsque des centaines de députés sont sortis, il a continué calmement avec sa plénière jusqu'au bout. Comme pour dire que les heures et le jour, le temps, démontrent qui est chacun. Alors, deuxième élément de réponse, vous dites pourquoi je ne suis pas allé aux consultations avec le nouveau Premier ministre pour poser ce problème. Deux choses. D'abord, je considère que ces consultations sont informelles. J'ai appris que le Premier ministre est en train le nouveau Premier ministre est en train de consulter les députés par caucus. Je considère personnellement, je ne suis pas allé, parce que je considère que ce Premier ministre n'est pas encore investi. Que donc les consultations qu'il a de faire, c'est des consultations de famille politique, interne. J'imagine qu'il ne reçoit que les députés de l'Union sacrée. Sinon, les députés qui ne sont pas de l'Union sacrée, dans quelle qualité, dans quelle forme, dans quel cadre va-t-il le recevoir? C'est par principe que je ne suis pas allé. Uniquement par principe. Le jour où il va passer au Parlement, il va présenter son programme d'action et il va être investi, le lendemain, même le même soir, s'il m'accorde l'audience, je pourrais le voir pour lui parler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à lui qu'on doit s'adresser. Il y a pas à d'autres non plus, il expédie les affaires courantes. Qu'est-ce que vous entendez par affaires courantes? Si le problème de sécurité. Est-ce que la question de sécurité n'est pas courante? Parce que justement, c'est une affaire de tous les jours. Pourquoi on organise les policiers pour ce qu'on fait dans toutes les villes, partout? Donc, je crois que je reviens toujours sur ça.
Ce n'est pas mon problème aujourd'hui de savoir si c'est l'ancien gouvernement qui doit s'en occuper ou le nouveau. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ma compétence. Moi, je demande simplement qu'un peuple soit sauvé. Je demande qu'un peuple soit secouru. Je demande qu'une population prise au piège dans des forêts, qu'il y ait même un hélicoptère pour aller ramener les blessés. Que ceux qui sont encerclés dans ces forêts-là puissent être secourus. Que ceux qui sont arrivés à l'Emera soient assistés. Mais aussi que ceux qui sont encore pris au piège dans leur village, s'il y en a encore, un ou deux ou trois qui ne sont pas encore brûlés, qu'ils soient sécurisés. Ça ne rentre pas dans la guerre de savoir est-ce que c'est l'ancien gouvernement, est-ce que c'est le nouveau, est-ce que c'est le gouvernement de l'Union sacrée ou d'autres choses. Non. Il y a des gens qui ont cette compétence. Je dis toujours, le chef de l'État, on ne va pas l'installer, il est le même et c'est le commandant suprême. Le chef d'état-major des FARDC, on ne va pas l'installer, c'est le même. Le haut commandement militaire, c'est le même. Le conseil supérieur de la défense, c'est le même. Et donc, le gouverneur, il est là. Le commandant de région, il est là. Les unités qui sont à Ouvira, à l'Emera, ce sont les mêmes unités. Est-ce que ça demande que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde soit investi vraiment? Honorable, est-ce que vous pensez que votre SOS est aussi relayé par la population qui manifeste depuis quelques jours pour le départ de la MONUSCO? En réalité, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, vous vous rappelez lorsque nous avons discuté encore, il est venu un terme Kwirguanero, donc un mouvement d'autodéfense dans les hauts plateaux, des gens qui s'organisent pour se défendre. Vous vous rappelez, on en a parlé. Ce qui se passe maintenant à Beni, ce qui va se passer à Bunia si rien n'est fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ces enfants de Beni font, ce que les gens ont fait dernièrement à Bunia, les députés de Bunia, c'est ce que je suis en train de faire pour les hauts plateaux. Nous tous, nous lançons les mêmes cris d'alarme. Nous crions, c'est un SOS. Et donc, il y a un pouvoir, il y a un État. Cet État doit jouer son rôle. Alors la MONUSCO. La MONUSCO, je suis d'accord avec ces mouvements de Beni Butembo que la MONUSCO ne fait pas assez. Je suis d'accord. Mais sur la question que la MONUSCO doit partir, personnellement, je dis nous risquons de commettre l'erreur de penser que c'est la MONUSCO qui doit nous sécuriser. En fait, nous pensons que la MONUSCO va jouer le rôle de l'État. La MONUSCO vient en appui. Et la MONUSCO s'en défend toujours. Elle dit, nous ne pouvons pas organiser les opérations. Mais si les FARDC organisent les opérations, nous venons en appui. Nous donnons des moyens, nous envoyons des renforts, nous faisons ceci. Mais nous ne pouvons pas le faire à la place de l'armée. Ça fait 20 ans que ça Donc, dure. justement, c'est pourquoi je dis, je suis d'accord qu'elle ne fait pas assez. Mais quant à son départ, je crois qu'il faut réfléchir par deux fois sur cette question. Mais dans l'entretemps, j'ai appris, je peux me tromper, quelqu'un de la MONUSCO a dit, lorsqu'on a survolé cette zone pour laquelle je fais un SOS, nous n'avons pas trouvé de militaires et nous avons demandé au FARDC qu'on aille ensemble, qu'on rentre ensemble pour nous implanter là-bas et peut-être faire des opérations. On n'a pas encore reçu de réponses. Donc, quelque part, les responsabilités sont véritablement partagées. Au-delà de ces cris de détresse, comment entrevoyez-vous la fin de l'insécurité? La fin de l'insécurité, il y a trois choses à faire. La première, il faut d'abord vite éteindre les feux. Ça veut dire venir au secours de ceux qui sont en détresse aujourd'hui, qui ne demandent que la présence de l'armée pour ne fût-ce que passer une nuit encore en vie. Donc des gens qui ne savent pas si demain ils seront vivants. Ça, c'est en quelque sorte une action d'urgence. On devait déployer quelques unités, ne fût-ce que pour se rassurer que ces populations-là ne vont pas mourir aujourd'hui. Et peut-être pas demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est je pense quand même que la RDC n'est pas à
parcours d'unité. Je ne crois vraiment pas, et je suis sincère en le disant, je ne crois pas que les groupes armés qui pilulent, particulièrement dans notre territoire, dans notre province, je parle du Sud Kivu que je maîtrise mieux, ces groupes armés, que ce soit les groupes armés Mai Mai Mushombe, Mai Mai Ilunga, Mai Mai Bilos de Bishambuke, Mai Mai Yakutumba, Mai Mai Ebuila, Mai Mai Alida, Mai Mai René, Mai, je pouvais aller jusqu'à 100. Je ne crois pas qu'ils ont la puissance de feu plus que l'armée de la République. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils sont équipés plus que l'armée. Je ne crois pas. Donc, il y a une complaisance. Je ne crois pas. De l'armée, je ne crois pas qu'ils sont un nombre que l'armée n'a pas pu venir à bout. Il y a un problème quelque part que je ne connais pas. Une volonté politique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose derrière le silence? Ça, je n'ai pas de réponse. Et donc, ça c'est la première. Donc, le gouvernement peut organiser des opérations. La troisième chose à faire, c'est là maintenant qu'on peut refaire un travail de qualité pour équiper l'armée, moderniser l'armée, au besoin recruter de nouvelles unités, les former. Et là maintenant, c'est un travail à long terme, à moyen et à long terme, pour une armée dissuasive, une armée qui protège les frontières, une armée qui fait peur à tous les ennemis. Ça, c'est à moyen et à long terme. Mais à court terme, il y a des opérations qui peuvent être organisées pour sécuriser les populations dans tous qui sont en errance aujourd'hui. Et ça ne demande pas qu'on fasse un grand programme sur des mois ou sur des années. Non. Je ne crois pas personnellement que la sécurité de notre peuple et de nos populations viendra des groupes, des armées étrangères. Je ne crois pas. Donc le Kenya, on parle de l'arrivée. Je ne connais pas comment ça a été négocié. Je ne rentre, vous avez appris quand même. Je ne rentre pas dans vous serez pour il faut. Je ne rentre pas dans ces débats. Mais je me souviens qu'il y a déjà eu une crise, une grande crise dans ce pays entre un président de la République et un président de l'Assemblée nationale au sujet d'une entrée des troupes étrangères. Et je me demande si on n'est pas encore en train de... On ne va pas revivre ce genre de choses, si les armées étrangères vont être négociées. Mais si ça passe par le Parlement, vous aurez... Je dis, le débat aura lieu, et je préfère qu'on en parle à ce moment-là, mais personnellement, ils peuvent venir, ils peuvent soulager, ils peuvent aider pour quelque temps, mais la sécurité de ce pays, la sécurité de son peuple, la sécurité de ce territoire dépendra et dépend des Congolais et de l'armée congolaise. C'est là qu'il faut investir, c'est là qu'il faut travailler. Je voulais revenir, vous avez dit quelque chose avant par rapport à Béni. On voit les élèves, on voit les mamans s'impliquer, dénoncer, passer de nuit blanche dans leur mairie. On n'a pas vu le même mouvement à Fizi, à Ouvira, là où vous parlez. Est-ce que certains risquent de dire que vous en faites carrément un fonds de commerce? Parce que là où il y a une forte détresse, la détresse, on a vu les mamans. À Béni, on voit, au Nord Kivu, on voit. Mais il n'y a rien qu'on voit, surtout par rapport aux autres plateaux. Mais on voit que vous. Est-ce que ce n'est pas de la récupération? Je veux justement vous poser la question. À Béni, on voit des macabres images, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas beau à voir. Mais on les voit. Ce qu'on a coupé, on a découpé, on les voit. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre de haut plateau? Mais pourquoi, à votre avis? Il faut que quelqu'un parte de Kinshasa, aller filmer. À Béni, c'est pas ce qui s'est fait. Justement parce que c'est un monde oublié. Mais vous avez pourtant accès à l'information. Ça fait des années. C'est pour cela que je la donne. J'ai accès à l'information, c'est pour cela que je la donne. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Mais si vous ne me croyez pas, l'histoire nous jugera ensemble. Non, justement, madame. Je vais vous dire de revoir ce vocabulaire-là. Ce n'est pas un fonds de commerce. Qu'est-ce que je gagnerai
à dire qu'on tue mes parents, qu'on tue mes frères alors qu'on ne les tue pas. Je gagnerais quoi? Vous demeurez le porte-parole de cette communauté. La pitié, qu'est-ce que je gagnerais dans la pitié? Et qui les tue? Non. Je vais vous dire, vous êtes des journalistes. Ce coin est oublié. Ce coin, il n'y a pas de route. Pour y accéder, même à Minembwe, pour aller, il faut aller par avion. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de vélo. Alors, comment vous aurez les informations? Moi, je vous les donne. Parce que moi, je parle avec ceux qui sont là. Là, ce matin, tous ceux qui sont dans ces forêts, en détresse, ils m'appellent au téléphone. Moi, quand on attaque les villages, on m'appelle, madame, j'entends des cris des enfants, des femmes en train de fuir avec des détonations des armes derrière. J'entends ça. Alors, et si quelqu'un pense que ce que je dis n'est pas vrai, pourquoi ne pas vérifier? Déjà, vous les journalistes, pourquoi vous ne pouvez pas vérifier ce que je viens de dire? Et venir à la place publique dire vous êtes des menteurs. Mais si j'ai dit vrai, vous aussi m'aidez à faire passer ce message pour dire qu'il y a un peuple en dépérissement, il y a un peuple en déracinement. Je me demande si ça ne fait pas partie de ces peuples qu'on veut effacer de la carte. Non, vous avez tendance à en faire des tonnes, surtout quand il s'agit des bannières. Oui, parce que ce n'est pas sur vous, madame. Vous avez tendance à un peu extrapoler, écoutez, madame. Écoutez, madame. 5 ans, chaque jour, vous n'êtes même pas au courant. Vous, ça ne vous dit rien? 5 ans. Chaque jour, des choses comme ce que je viens de vous dire. Et personne n'en parle. Personne. À part moi et les autres concernés. Vous, ça ne vous tique pas? Honorable, vous avez appelé les notables du coin du Sud Kivu, précisément du territoire d'Uvira, à ne pas laisser faire. Que contient ce message? Est-ce que vous les appelez à prendre des armes aussi? Non, pas du tout. Et alors? Parce que les groupes armés, presque tous les groupes armés dans le Kivu, en tout cas, que je connais peut-être ailleurs aussi, sont des groupes armés à caractère ethnique et tribal. C'est une affaire. Donc, c'est pour dire, ces notables, s'ils peuvent contribuer à arrêter ces massacres, par un message, par un dialogue, ils auront rendu un service à la nation. C'est ce que je veux dire. Ne pas observer, faire quelque chose. Parce que justement, ce genre de choses n'arrive pas qu'aux autres. C'est ce que j'ai dit. Mais apparemment, vous faites allusion à ce notable-là qui n'appartiennent pas à la communauté Banyamulenge, c'est ça? Tous les notables de la province. Quand vous dites laisser faire. Moi déjà, je fais ma part. Je suis concerné. Je fais ma part. Et je demande aux autres de faire leur part aussi, de jouer leur partition pour amener la paix, arrêter ce qui se passe. Vous êtes de ceux qui pensent, comme le président de l'Assemblée nationale, qu'il y a des gens, qu'il y a des notables, qu'il y a des personnalités, qu'il y a des députés qui tirent des ficelles par rapport à toutes ces guerres, toutes ces tueries, ces massacres dans la partie Est? Deux choses. Dès lors que les groupes armés sont à caractère tribal, le lien est vite fait avec des notables, avec des personnalités de ces tribus ou de ces ethnies, dès lors qu'ils ont un discours qui va dans le même sens. Le lien est vite fait. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Parce que justement, nous avons des services pour ça. Nous avons l'État, c'est tout ça. Le président de l'Assemblée nationale a même des noms, hein, il nous aurait dit. Je veux dire ceci. L'État, c'est aussi pour ça. On ne doit pas s'arrêter aux slogans, aux simples appels. On doit faire un travail de fond. Si vraiment il y a des personnes qui sont impliquées, ils doivent être sanctionnés. Mais deuxième chose, si le gouvernement organise des opérations et neutralise les groupes armés, ces groupes armés, leurs sponsors vont se trouver sans fonds de commerce, comme vous aimez utiliser le mot fonds de commerce, je le prends de vous. Ils vont se retrouver sans fonds de commerce. Donc, mais eux aussi peuvent être poursuivis.
La loi est dure, mais c'est la loi, elle est faite pour tout le monde. Le drame dans l'affaire, c'est qu'on pense que la loi est faite pour certains et pas pour tous. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête au niveau du Parlement? La commission d'enquête a déjà été créée. Elle s'est déployée? Disons, le principe a été déjà voté pour une commission d'enquête. J'espère vraiment que... Mais cette commission d'enquête risque de trouver certains coins non habités. Parce qu'on aura tué tout le monde? Et le reste aura fui. Sera dans des camps de réfugiés ou dans des camps de déplacés. Et donc, en ce moment-là, ils vont simplement écrire dans le rapport l'histoire pour dire tel coin était habité par tel peuple, par telle communauté, et il n'y a plus personne. Moïse Nyarugabo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Minembwe, ça va, ça s'est calmé? C'est redevenu une commune, je ne sais pas, le bourgmestre est resté le même. Ce n'est pas l'ordre du jour, mais je ne sais pas si je peux dire que c'est calme, c'est peut-être un peu d'accalmie, parce que les groupes armés continuent à piluler, ils continuent à attaquer de temps en temps, mais ce n'est pas aussi gravissime que ce que je viens de vous dire, côté Karololo et Rurambo dans Uvira. Mais là aussi, il faut qu'il y ait un travail de fond. On ne peut pas continuer à vivre ce brouillon. La commission d'enquête dont avait parlé le président de la République par rapport à Minembwe, pas une commission d'enquête, mais une commission pour essayer de revoir. Est-ce que vous êtes au courant? Où est-ce qu'on en est? Ça évolue ou l'affaire est restée en suspens depuis? Non, je n'ai pas de nouvelles. Merci d'avoir... C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs, merci à Mimi Ngumba de Dépêche CD, merci à vous qui nous avez suivis dans les différentes plateformes. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre invité. Et puis, ça sera pour nous une occasion de débattre d'autres sujets liés à l'actualité de l'heure ici en République démocratique du Congo. Au revoir et bonjour et bonsoir chez vous.